Après l'entraînement ou un match, Kineker soulage et traite mes douleurs musculaires ou articulaires par le biais de la thermothérapie, du chaud et du froid. Kineker se présente sous forme de microbilles, boue naturelle, spray froid ou patch chauffant. C'est facile de retrouver la forme. Kineker est vendu en pharmacie et parapharmacie. Kineker est une marque des laboratoires Visiomed. Bonjour à tous, vous êtes avec Franck Simon et c'est l'Afrique c'est foot, le podcast 100% africain de Tougol à retrouver sur notre application mobile. Bienvenue donc sur le premier podcast dédié au foot africain, à son actualité, à ses joueurs et à ses compétitions. Alors ici on va parler du CHAN, de l'Unifac, de la COSAFA par exemple. Ici toujours, on fera la part belle à Oto-Odoyo, au Buffle du Borgou, au Konkola Blades, à Tsakuma Tsa Matsi Davila de Tohoyandou, dans la province de Limpopo sud-africain. Il y a un petit peu d'émotion, de trémolo dans la voix, c'est normal, mais il y a aussi beaucoup de joie au moment de lancer l'Afrique c'est foot, votre rendez-vous africain, et on remercie Tougol d'offrir ce rendez-vous régulier avec le football continental. Alors pour m'accompagner ce matin, tout au long de ce premier épisode, et autour de la table aujourd'hui, Romaric Etong, notre champion d'Afrique en titre, un vrai lion indomptable. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit la première fois qu'on s'est croisés. Romaric nous vient de Biémassi, c'est un banlieusard de Yaoundé. Et il a porté le maillot de Yaoundé, un club avec lequel, écoutez ça, il a atteint la finale de la Ligue des champions scolaires du Cameroun. Alors, c'est comment, Romaric ? Ça va. On est là, comme on dit chez nous. Bon, on imagine que t'as pas trop envie de rendre cette Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines. Bien sûr que non, on a prévu de conserver le titre en Égypte. Bon, alors juste à côté de lui, on a du talent, beaucoup, et du bagou à revendre. C'est un léopard de la République démocratique du Congo, un arrière latéral au tempérament offensif qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est un vrai euro-trotteur, puisqu'il est passé par le Paris Saint-Germain. Il a fait Quevilly. Il est passé aussi par l'Espagne, Monza en Italie, le Tchernomorets Burgas en Bulgarie, l'Eschiadangs, alors là c'était en Pologne, et l'Académica Coimbra au Portugal. J'espère que j'en ai pas oublié. Faites place à mon ami Christopher Walembo, consultant émérite sur Canal Afrique, et également entraîneur adjoint de la République démocratique du Congo, les U23, aux côtés de Christian Tsengui. Mbote Chris, c'est une bien belle reconversion. Oui, beauté à tous. Merci beaucoup. Oui, effectivement, tout était parfait. Rien n'a été oublié. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans cette émission, mon cher Franck. Donc Chris, merci de nous avoir rejoints aussitôt pour participer à l'Afrique c'est foot. Et comme on dit sur le beau continent, bonne arrivée. Alors, on va commencer par le menu de ce premier numéro de l'Afrique c'est foot. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez, Romaric ? Eh bien, au sommaire de l'Afrique c'est foot, on va parler des finales continentales dominées par les clubs du Nord. On reviendra sur les finales allées de la Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. Chris, d'ailleurs, a commenté cette finale. On s'intéressera également à la Coupe de la Confédération qui a rendu son verdict entre le Zamalek du Caire et le Renaissance du Bergade. Franck, vous avez eu l'occasion de suivre ces deux finales. Effectivement, on va y revenir aussi sur cette finale retour. Dans une deuxième partie, on parlera de la Coupe du Monde U20 qui vient tout juste de débuter en Pologne. L'Afrique a délégué 4 représentants, le Mali, champion d'Afrique, le Sénégal, le Nigeria et l'Afrique du Sud. On échangera bien évidemment sur les chances de nos représentants dans cette compétition. Ensuite, place à la Coupe du Monde féminine. Et je vous donnerai les dernières nouvelles de nos Lionnes indomptables, dont on connaît la liste définitive pour la compétition qui débute le 7 juin prochain. On reviendra sur leur programme, mais aussi sur les chances de l'Afrique du Sud et du Nigeria, nos autres représentants. Après, la quatrième partie sera consacrée aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Alors les listes de joueurs présélectionnés, elles sont tombées, elles continuent de tomber d'ailleurs. On va s'intéresser évidemment au Cameroun, qui est désormais équipé en coq sportif. Vous allez nous expliquer pourquoi ce retour de l'équipementier qui était déjà là en 1982. Mais aussi, on va parler des autres qualifiés, les matchs amicaux, les absents, les surprises, les petits mots. On va évoquer tout ça ensemble. Voilà, le menu est copieux, à table, l'Afrique c'est foot, c'est parti. Alors on va commencer par Christopher, on va vous mettre à contribution. Dans la nuit de vendredi à samedi se déroulait à Rabat la finale allée de la Ligue des Champions entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Et ça s'est soldé par un match nul, un but partout. Il y a eu 2 buts ivoiriens, puisque c'est Cheikh Komara qui avait marqué, qui a égalisé pour le Wydad. Et de l'autre côté, pour l'Espérance, c'était Fousseni Koulibaly. Alors racontez-nous ce qui s'est passé dans ce match, parce que visiblement il y a eu des petits soucis avec l'arbitrage et la VAR. Oui, il y a eu pas mal de soucis. Effectivement, c'était un match qui a été assez controversé parce que il y a eu des buts refusés contre les Marocains
Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir un sort différent à la fin du match. C'était un match intéressant, mais voilà, au niveau de l'animation, en termes techniques, de l'animation de l'Espérance de Tunis, lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, ils sont très souvent sur un projet défensif. C'est dommage de les voir jouer comme ça. Au milieu de terrain, ils ont des arguments. Il y a Com aussi qui est très bon, avec Koulibaly dans l'axe, les 2-6, les 3 devant avec Badri notamment à la baguette. Voilà, c'est dommage de les voir jouer aussi défensif que ça. Néanmoins, ils ont eu de belles situations. Les Marocains, attention, ils ont été bons. Le WAC, ils ont été aussi intéressants. Et voilà, ça va forcément donner place à une belle revanche. D'accord. Alors, on avait quand même les deux derniers champions d'Afrique, puisque le Wydad, c'est le champion 2017, l'Espérance, c'est le champion 2018. La finale est prévue dans quelques jours. La finale retour, je crois que c'est pour vendredi. C'est vendredi soir, 23h, heure de Paris. On va commenter. Je serai aussi au micro. Ça va être forcément un bon match retour. Je pense qu'il y aura pas mal d'événements. Alors qu'est-ce que vous voyez comme résultat final? Parce que match nul, c'est plutôt à l'avantage de l'Espérance qui reçoit Aradès pour le match retour. Est-ce que l'Espérance peut conserver ce titre continental cette année encore? Faire un back-to-back? À mon avis, le but de Koulibaly va peser énormément sur le sort de cette finale entre l'aller et le retour. Sachant qu'ils ont dominé partiellement le match sur certains aspects, à la haie, à l'extérieur, et là à domicile, on sait qu'ils sont quasiment impitoyables et intraitables. Offensivement, c'est l'armada qui se déroule. Donc je pense que les Marocains auront fort à faire s'ils ont envie de se qualifier, mais à mon avis, je mets quand même l'avantage sur l'Espérance. D'accord. Alors Romaric, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi Franck Com, le milieu de terrain dont parlait Chris, pourquoi ce garçon il fait pas partie des plans de Clarence Seedorf chez les Lions Indomptables? Écoute, c'est difficile de trouver une explication à la non-sélection de Franck Com. C'est un joueur en pleine confiance qui fait les beaux jours de l'Espérance de Tunis depuis près de 2 ans maintenant. Un joueur très athlétique avec une bonne relance qui, je pense, aurait fait du bien au milieu de terrain de cette équipe du Cameroun. Oui, clairement. Il a encore réalisé un match de très bonne qualité lors de la finale allée de cette Ligue des Champions. Il aurait au moins mérité de faire partie des présélectionnés. Parce qu'il y a du monde, Ouais. Rappelez-nous, ils sont quand même plus d'une trentaine. 37 présélectionnés très précisément. Ah ouais. La folie des grandeurs, là, quand même. 8 milieux de terrain, 15 attaquants. On se dit qu'un Franck Com n'aurait pas fait de mal à cette sélection. Seedorf veut sans doute continuer à faire confiance aux joueurs. Alors c'est qui ces joueurs qu'on va retrouver? Mandjek, Zambo Nguissa, Arnaud Djoum au milieu en de plus terrain. c'est un petit peu le secteur dans lequel il évolue, Seedorf. Donc s'il s'y retrouve avec ces profils-là, ça va être compliqué pour même s'il y a un bon joueur d'exister. C'est une remarque justifiée. Ouais. Après, on peut avoir quelques interrogations par rapport à la sélection d'Akono Ramsès, qui a très peu joué cette saison. Là aussi, ça peut être frustrant pour un Franck Com qui fait une très très bonne saison, double finaliste de la Ligue des Champions. Après, c'est le coach qui fait ses choix, faut les respecter. On le jugera sur les résultats. Voilà, il y a des déçus comme tout le temps. Franck, vous avez suivi l'autre compétition de club, la Coupe de la Confédération entre le Zamalek du Caire et Berkane du Maroc, remportée par les Égyptiens. Que peut-on retenir de ce duel? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des finales qui se sont jouées, comme pour la Ligue des Champions, c'est à une semaine d'intervalle. La semaine précédente, Berkane s'était imposé à la maison, 1-0. Ils avaient dominé, ils avaient marqué par celui qui est le meilleur réalisateur de la compétition, c'est l'épervier Kodjo Fodolaba. C'est un super attaquant, 8 buts. Top. Je sais pas ce que t'en penses, Chris. C'est pas mal. Son but, il était extraordinaire. Quand même, Voilà, 94e minute, il traverse tout le terrain. Extraordinaire. Voilà. Et donc Berkane avait l'avantage en se rendant à Borg El Arab, en banlieue d'Alexandrie, pour ce match retour. Final retour qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. Mais le Zamalek du Caire, qui court après un titre africain depuis maintenant 16 ans, a fini par s'imposer 1-0 sur un penalty justifié, utilisation de la VAR. Là, pour le coup, ça a été, Chris, tu vois. Et donc, un penalty transformé par le stopper Mahmoud Allah. Bon, ils ont dominé en seconde période, les Égyptiens. Mais il n'y a pas de prolongation. On passe directement au tir au but. Et là, le Zamalek, devant son public, qui s'impose 5 tirs au but à 3. Il y a eu des faits de jeu qui ont un petit peu irrité, pour pas dire autre chose, les Marocains de la Renaissance de Berkane, qui ont eu le malheur de rater un tir au but par leur attaquant Lachir, qui est le binôme de Kodjo Fodolaba. Donc c'est le Zamalek qui prend la Coupe de la Confédération, qui succède au Raja de Casablanca. C'est-à-dire qu'ils vont jouer prochainement la Super Coupe d'Afrique. Ça sera contre le vainqueur de ton match, là, Espérance Wydad. Voilà, c'est le retour du Zamalek qui peut faire le triplé. Et ça, c'est quand même un truc assez incroyable en Égypte. Ils ont encore 5 matchs de championnat, donc ils peuvent terminer en tête devant le Harli du Caire.
ils sont encore en lice en Coupe nationale. Donc imaginez que ce club, les Chevaliers Blancs, avec un président totalement fou, Mortada Mansour, peut-être va réaliser un truc incroyable, c'est-à-dire le triplé dans le football égyptien. Ça a bien commencé avec cette Coupe de la Confédération. Alors après, est-ce que cette domination elle risque de durer? Je sais pas. Ah, on verra bien, hein. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce serait un triplé inédit, il me semble, sur le plan national. Donc on attend de voir comment ça se passe pour le Zamalek dans les prochaines rencontres. Et je crois aussi que ce qui est intéressant de souligner, Romaric, c'est la domination du moment des équipes d'Afrique du Nord. On en a 4. Alors dans le football européen, c'est les Anglais qui écrasent tout, et dans le football africain, dans les compétitions continentales, on a 4 équipes nord-africaines. J'ai envie de demander à Romaric, mais aussi à Chris, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette domination du moment de ces clubs du Maghreb et de l'Égypte? On va peut-être commencer par Chris. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que c'est révélateur, hein. Ça dénote quand même d'une certaine rigueur de travail dans tout ce qui est pédagogie et forcément organisation des pays maghrébins. Alors, ce qui concerne les pays subsahariens, c'est vrai que il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de qualité, mais il faudrait peut-être franchir un palier par rapport à ça aussi. Moi, je pense pas que ce soit vraiment sur tout ce qui est relatif au terrain, même s'il y a forcément un enjeu et donc de ce qu'on peut voir, de l'efficacité, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'organisations qui y jouent, à mon avis, dans tout ce qui est contractuel, tout ce qui est conditions de travail, tout ce qui est respecter les engagements, etc. Il faut savoir qu'un joueur, lorsqu'il est bien mentalement, il peut faire quasiment tout ce qu'il peut ou tout ce qu'il veut sur le terrain. Lorsqu'il a certaines contraintes extra-sportives aussi, ça le perturbe. Ça peut influencer, bien sûr. On s'en rend pas énormément compte, hein. On se dit que c'est bon, on est sur un terrain, on va jouer. Ce sont des professionnels, ils vivent de ça. Ils devraient vivre de ça, donc ça fait partie de leur vie aussi. Et je pense qu'au niveau du Maghreb, on n'a pas trop de soucis. Enfin, beaucoup moins que sur certains clubs. Sur le plan matériel, ils sont tranquilles la plupart du temps. Hein. Alors après, on peut pas excuser simplement ça. Hein. C'est pas la seule excuse parce que des clubs comme le TP Mazembe quand même sont très bien structurés. Justement, Chris, on allait y venir. Ouais. Mais j'ai quand même posé la question à Romaric. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous imaginez à court ou moyen terme d'autres clubs de d'autres régions du continent venir un peu mettre fin à cette domination, cette hégémonie nord-africaine? Je sais pas moi, est-ce que Mazembe justement, Chris parlait de Mazembe, mais ou Oroya, l'ASEC, Simba de Tanzanie, j'allais dire le Canon de Yaoundé, bon, ça paraît compliqué, mais bon, est-ce que on peut venir à un moment donné en finir avec cette domination écrasante? Je pense que les clubs maghrébins vont continuer à dominer. Tout simplement parce que ce sont des pays où le football est très très structuré par rapport aux autres nations africaines. Et puis moi je mettrais aussi ça sur le compte de l'expérience. Ils ont l'habitude de jouer ce genre de match, de disputer ce genre de compétition. Et puis voilà, ça crée un environnement au club, on sait comment se préparer pour ce genre de rendez-vous. C'est plus difficile dans les pays de l'Afrique centrale. Bon, on a le Congo qui fait de bonnes prestations avec le tout-puissant Mazembe. Le Congo, il y a plusieurs clubs, hein, Chris. Il n'y a pas que le TP. Il y a le TP, il y a Vita, il y a aussi Imena, DCMP. Ouais, Motema Pembe, voilà. Donc, Même si cette saison a été un peu plus compliquée pour eux, voilà. Mais il y a des moyens, il y a de l'engouement, il y a des stades pleins là. Par exemple, j'ai appris que du côté du TP Mazembe, on est en train de refaire Kamalondo. Ça c'est un signe. Kamalondo, on refait, bien sûr. Il y a d'autres provinces où on arrive à avoir des terrains, hein, même s'il n'y a pas forcément les terrains, des infrastructures intéressantes et il y a les moyens. Des centres d'entraînement aussi. Oui, on entraîne vraiment. J'imagine que quand du côté de Mazembe, on voit revenir le président Moïse Katumbi qui n'était pas rentré au pays depuis de longues années. J'imagine que ça donne aussi une bouffée d'air importante et que ça rassure, ça peut rassurer, même s'il y avait derrière aussi peut-être des arrière-pensées politiques. Nous, on est là pour parler football. Oui, football. Vous avez raison, Franck. C'est vrai qu'il y a aussi le principe de se dire qu'il y a un modèle qui a été établi par Moïse en termes de formation. L'académie, elle est très fonctionnelle, hein, ça fonctionne. Et on voit là les premiers produits, voire la deuxième génération de produits qui est en train d'émerger avec de très bons joueurs. Hein, vous en avez, par exemple, en Zola, Jackson Mouleka qui va aller avec la A. Ouais. Il y a aussi le petit Mika Miché qui joue au milieu de terrain. Il y en a pas mal qui sortent de l'académie. Il y en a derrière. Il y en a qui viennent. Et voilà, donc il y a aussi Chamani Nonda qui est en train de faire son académie et en train de construire même des infrastructures. Ça, c'est où, ça? À Kinshasa. D'accord. C'est vraiment pour dire qu'on est en train de repartir avec quelque chose. Il y a aussi Oujana, voilà, le centre de formation d'Oujana, qui forme vraiment de jeunes, où il y avait un Italien qui était à la tête de cette structure.
Et donc la structure existe encore. Il y a des gens qui viennent mettre des académies. J'ai appris que Yves Diba avait son stage. Donc c'est bien de pouvoir comme ça jumeler un petit peu compétition et formation pour arriver à quelque chose de structuré et essayer de voir dans les générations futures, essayer de rejoindre entre guillemets les formations maghrébines. Alors c'est bien qu'on parle du football des jeunes parce que justement on arrive déjà à la deuxième partie de ce podcast où on va évoquer la Coupe du Monde U20 qui a débuté jeudi dernier en Pologne. Alors elle rassemble 24 équipes nationales, plusieurs représentants africains. Romaric le disait en introduction, il y a le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Alors on va voir ensemble les résultats de la première journée. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Romaric ? Alors on a eu une très belle entame du Sénégal qui a battu. Il y a eu des buts, quoi, donc. Ouais, il y a eu des buts. Okay. Qui a largement battu Tahiti. Un triplé d'Amadou Sagna. J'ai eu le triplé, là. Triplé d'Amadou Sagna. Ouais. Il a battu plusieurs records, ce Amadou Sagna, lors de la même rencontre. C'est bien, ça. Et en général, quand on commence une compétition comme ça. C'est génial, ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ouais. Le but le plus rapide de l'histoire du mondial après seulement 9 secondes. Non. Incroyable. Ah ouais. Ouais. Ah, félicitations. Le premier Sénégalais à inscrire un triplé en Coupe du Monde U20. Ça, c'est bien. Génial. Voilà. Et le premier triplé, on a eu droit au premier triplé de la Coupe du Monde U20 depuis 4 ans. C'était voilà, c'est un Africain, les gars. Ouais, fierté, voilà. Ah oui, c'est beau. Une première depuis 2015. Bon, bah ça c'est une très belle chose. Donc ça c'est une première victoire des Lionceaux, on va dire, de la Teranga. Et je crois qu'ils ont enchaîné. Oui, ils ont enchaîné. Ils ont battu la Colombie. Ah ouais. 2-0. Ça, je savais pas. Donc ce qui n'a pas fait l'équipe A, les gars. Si vous vous souvenez de la dernière Coupe du Monde. Oui. Ah, donc voilà. Ça nous a fait mal, ça, quand même. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, ils ont 6 points. Ouais, ils sont 6 points. Ils sont qualifiés. En tout cas, il y a une deuxième victoire. Ça fait 6 points. Bon, ça ressemble à une qualification, déjà. Ça sent très bon. Au-delà de ça, moi, je vois aussi la performance. 3-0, 2-0, tu prends pas de but, t'en mets 5. La solidité, ouais. Excellent gardien. C'était un des meilleurs gardiens de la CAN U20. Sur le plan de la confiance. Ouais, je crois que Chris, en plus, t'as peut-être suivi des matchs, là, pour Canal Afrique, non? Cette compétition. Oui, j'ai suivi, non, les U17, j'ai fait les U17. Mais moi, j'avais suivi un petit peu les U20 et effectivement, on sentait qu'il y avait une belle petite génération. Ouais. Et c'est un mix, entre les expats, les gars qui sont déjà dans les clubs. Des structures, les structures. Et ceux qui sont encore au pays, on sait que ça travaille bien du côté du Génération Foot, il y en a un peu. Notamment, je crois qu'il y a un petit peu de Génération Foot, mais il y a d'autres. Je pense qu'il doit y avoir du Dakar Sacré-Cœur. J'ai pas la liste là, donc tu me prends un peu au dépourvu. C'est pas bien grave. Oui. Mais en tout cas, c'est une super perf et c'est aussi une belle perf, je trouve, parce que à la tête de cette équipe, mais je crois que c'est le cas pour les 4. On a un sélectionneur, un technicien africain, c'est Youssouf Dabo. Donc voilà, on est super content pour lui parce que il travaille bien et il est en train de préparer en fait l'avenir des Lions de la Teranga. Donc moi, c'est ce qui me plaît, moi. Franck. Ouais. C'est ce qui me plaît d'avoir des entraîneurs locaux, faire du pour nous, par nous, et essayer de valoriser aussi que ce soit au niveau des joueurs, mais au niveau du staff technique, des éducateurs, des entraîneurs qui soient capables de se révéler aussi. Parce que là, c'est une performance. Je le disais, 3-0, 2-0 à la Coupe du Monde. C'est une performance de pas prendre des buts comme ça. Non, c'est ça. Donc là, on a parlé du Sénégal. Alors, on va peut-être enchaîner sur les autres parce que il y en a encore 3 dont on peut parler, Romaric. Il y a aussi le Nigeria qui s'est imposé largement 4-0 face au Qatar. Wow. Lors de leur premier match. Oui, c'était une domination totale. Ouais, 4-0. Ouais, eux, ils ont fait le clean sheet, comme on dit. Ouais. Première victoire du Nigeria en Coupe du Monde pour une entame. Ouais, depuis 8 ans. Là, il y a de la stat, les gars. Attention. Là, ça va. Romaric, là, tu nous impressionnes. C'est super intéressant. On aime ça. Ouais. Voilà. Par contre, les Super Eagles ils ont été stoppés dans leur lancée face aux USA. Ils ont été battus 2-0. Donc, faudra aller chercher la qualification lors du 3e match. Attention là, Romaric, là je vais être obligé de sortir le carton jaune. C'est pas bien grave. Donc il y a quand même une défaite qui est venue un peu ternir ce parcours. Il faut qu'il fasse la qualif lors de la 3e journée. Et la 3e journée, regardez, moi j'ai ma petite anti-sèche. Alors ma petite anti-sèche, ça dit quoi ? C'est contre l'Ukraine et c'est jeudi. Voilà, vous avez vu un peu ? Vous avez vu le petit vieux, il est là. Hein. Attention, c'est en Pologne. On joue en Pologne, hein ? Ouais, on joue en Pologne. Ukraine, c'est pas très loin. Voilà, faudra. Il faut assurer, il faut absolument faire quelque chose. Donc on a une défaite déjà africaine, on avait la qualif quasiment du Sénégal. Qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique du Sud ?
L'Afrique du Sud a lourdement chuté d'entrée Ah non. face à l'Argentine. Ah bah l'Argentine. Ouais, face à l'Argentine, ouais. C'est... Combien? Ils ont 5-2. Ah ouais. 5-2. C'est lourd. Ils ont toujours de belles générations, les Argentins. C'est lourd. Donc l'Afrique du Sud devra essayer de se ressaisir rapidement pour essayer d'espérer une. Ce qui est incroyable, une Romaric, qualification. c'est que dans le tournoi en fait, le tournoi qualificatif, la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui s'est déroulée, c'était une équipe qui prenait quasiment pas de but. Ils avaient garé, mais c'était pas un bus, mais c'était 4 bus devant leur but. C'était une équipe, t'arrivais pas à approcher de la surface de réparation. Le Sénégal les a tapés en demi-finale, mais vraiment 1-0, et c'est un ballon qui est détourné et tout, quoi. Enfin, ça avait été de justesse, alors que le Sénégal était très au-dessus. Mais voilà, quand tu joues contre un bloc super bas, tu sais ce que c'est, Chris. Ouais, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Et du coup, là, on se dit, ils ont encaissé 5. C'est que l'équipe d'Argentine, elle doit être super costaud. J'imagine, c'est une des grandes favorites de cette édition en Pologne. Ouais. Et donc, 5-2, il va falloir remonter la pente. J'ai pas regardé contre qui ils devaient enchaîner. Ils doivent jouer qui, nos amis Ils sud-africains? jouent actuellement contre la Corée du Sud. Oh là là. Donc on espère une victoire Il pour faut redresser le le truc. troisième hein. représentant Ouais, américain. ouais. Ouais. Bon, et puis il nous reste peut-être le Mali. Le Mali qui a entamé moyennement 1-1 contre le Panama. Oh là là. Ça, je sais pas si c'est bien ça. Ouais. Ouais, voilà, parce Pourtant, que pourtant, ça travaille. voilà, Et c'est censé être l'adversaire le plus abordable du C'est groupe. ça. Ouais, mais les gars, vous savez qu'au Mali, il y a quand même cette situation, cette absence de championnat. Il y a un problème. Oui. Voilà, c'est pas simple, hein, quand on travaille avec quelqu'un comme Fred Canouté, qui travaille avec Yélène au pays et tout. On essaye de faire en sorte que ce football de jeunes soit dynamique, mais quand ça bloque, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi, de les avoir là, ils soient qualifiés, qu'ils soient présents. Je crois qu'ils sont d'ailleurs les tenants du titre. Hein, ils ont battu, il me semble, le Sénégal en finale, et de les retrouver là, et c'est pas rien. C'est pour ça qu'on voulait les jouer en U23. Ah ouais, tu voulais les. Bah, c'est vrai que ça fonctionne bien. Il y a pas de championnat, mais ça fonctionne bien parce qu'il y a l'académie Guillaume maintenant. Oui, c'est vrai. Mais depuis quelques temps. Hein, depuis quelques temps, ils sont arrivés depuis pas trop longtemps. Ils sont à Ça Bamako. travaille bien, mais Ouais. mais comme il y a pas de championnat, bah on sait très bien que le temps de jeu, le temps de match, c'est pas pareil. Ah ouais, Quand t'as donc pas de toi, compète, bah oui, tu dans avais- l'analyse, j'étais déjà sur cet aspect-là. Bon. D'accord. Bon, les gars, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que l'Afrique a une chance cette année en Pologne d'avoir une ou plusieurs équipes qui aillent au-delà des quarts de finale? Alors, je vais juste vous rappeler les meilleurs perfs des représentants africains en Coupe du Monde du vin, parce qu'il y a quand même eu au moins un titre. C'était la génération 2009 du Ghana, avec André Ayou, qui était le capitaine en Égypte. Et donc, le Ghana a été vainqueur en 2009 et finaliste en 2001. Le Nigeria est pas en reste, parce qu'ils ont fait 2 finales. Une en 89, mais vous n'étiez pas nés, les gars. Et l'autre en 2005. Il y a eu aussi des perfs du Mali, qui a fait 3e 2 fois, notamment en 2015. L'Égypte qui a fait 3e en 2001. Et le Sénégal et le Maroc ont fini 2 fois au pied du podium. Le Sénégal, c'était en 2015, 4e. Le Maroc, 4e en 2005. Moi, j'ai envie de vous reposer en fait cette question. Est-ce que vous voyez plusieurs équipes parmi celles qu'on a citées capables d'y aller, sachant que pour l'instant les résultats sont hyper mitigés? Ils sont mitigés, c'est vrai. Mais je vois bien le Nigeria revenir et se qualifier. Le Sénégal également. Mhm. Le Sénégal qui est en pleine confiance, qui n'a pas encaissé le moindre but jusqu'à présent. Mhm. Donc ce serait pas surprenant de les voir aller, de les voir accéder au dernier carré. Ouais, pareil. Moi, je vois le Sénégal le dernier carrière. Sincèrement, je les vois là, ne serait-ce que déjà par ce qu'a dit notre ami Romaric. C'est vrai que déjà d'entrée marqué très vite. Ça prouve que on tergiverse pas. Ils sont Ne bien pas prendre préparés. de buts. Ils sont bien préparés. Donc offensivement et défensivement, les indications sont au vert parce que on sent que c'est quelque chose qui a été préparé, qui est méticuleux. On sent ils sont vraiment en place et qu'ils ont envie, sans les voir jouer, hein, juste avec les stats, on sent tout de suite une équipe qui sait ce qu'elle vient faire, quoi. Ouais, il y a de la fluidité, Ouais. mais est-ce qu'ils sont pas prêts trop tôt pour une compète? Voilà, quand tu gagnes, quand t'enchaînes sur ces 2 premiers matchs, sachant qu'après t'as des matchs coup près, hein. Au-delà du premier tour, on sait comment ça se passe. Bah là, dans la gestion, moi, ce que j'aurais fait, après 2 victoires comme ça, fait 3-0, tourner 2-0, oui, directement. D'accord. Pas simplement pour faire reposer physiquement les joueurs qui ont joué, mais déjà pour élargir un peu plus Et le j'imagine groupe, concerner tout concerner tout le monde, et que Tous les joueurs restent impliqués. et que mentalement aussi les joueurs qui ont joué puissent voir que ceux qui n'ont pas joué les premiers matchs peuvent jouer à leur place ensuite et se remettre tout de suite dans la compète, parce que on peut vite en sortir, hein. Lorsqu'on arrive à gagner 1 fois, 2 fois, 3 fois, surtout à cet âge-là, c'est très aléatoire. On peut pas demander à un joueur d'être tout le temps régulier. Donc il faut lui faire vivre des émotions, en fait, qu'il puisse voir des choses et se réguler lui-même.
D'accord. Après se pose peut-être la question de la continuité, du passage des U20 à l'équipe nationale A, sachant qu'il y a le SAS aussi des espoirs, des U23, toi tu le connais bien Chris. Ouais. C'est vraiment difficile de franchir ce cap pour des juniors, des U20, des gars qui ont 17, 18, 19 ans. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? À mon avis, il faut absolument tabler sur cette catégorie U23. Même s'il n'y a pas de compétition, même si on est entre deux JO, il faut absolument organiser des matchs sur les dates FIFA. Pour moi, on a mis une importance extraordinaire sur ça au Congo parce qu'on est en train de se dire que il y a des générations qui passent, il y a énormément de joueurs qui sont dans les équipes nationales de jeunes européennes. Et quand on a fait le compte là sur une des dernières sélections équipe de France, sur les 23, il y avait 5 joueurs d'origine congolaise. Sur les 23, ça fait plus d'un cinquième. C'est extraordinaire. Et ça dénote aussi du fait que on peut pas leur en vouloir. Et puis ces gens-là, les gens qui sont entre guillemets binationaux, j'aime pas ce terme binational parce que le Congolais qui naît en France, il a pas choisi de naître en France. Il aurait peut-être aussi voulu naître au Congo et être congolais à 100%. C'est bien de le préciser. Ouais. Donc, il faut concerner tout le monde. Eux, ils ont envie de jouer aussi. On peut pas leur dire que non, vous êtes européen. Non, vous êtes aussi, voilà, si vous avez envie d'être congolais, de par vos origines et de par votre mentalité, vous avez tous les droits d'y être. Donc, il faut absolument tabler sur ça pour faire le lien entre les U20, U23 et U23 seniors. Parce que les 23, c'est une vraie catégorie senior. Moi, dans mon groupe, j'ai des joueurs qui jouent l'Europa League. Ouais. J'ai des joueurs qui jouent en première division, qui jouent avec eux. Donc il y a plus d'âge au bout d'un moment. Ils sont super compétitifs. Exactement. On a compris ton message. Et surtout pour revenir entre guillemets aux petits problèmes de d'âge ou pas âge, administratif, pas administratif, ça encore une fois, dès qu'on arrive en catégorie U23, c'est anecdotique. Je pense que tous les joueurs qui jouent en catégorie U23 dans les équipes nationales, lorsqu'elles vont jouer en club et qu'elles ont envie de jouer en première division, on va pas dire je joue pas parce que lui il a 27 ans ou 30 ans. Non, là c'est du football senior. En jeune, je comprends, mais arrivé à un certain âge, une certaine catégorie, on peut plus sanctionner les uns et les autres de par des détails aussi petits pour moi. Bon, on a bien entendu ton message, Chris. Bah messieurs, on va passer à la partie suivante, la troisième partie de ce podcast. On va ouvrir une petite page football féminin. Alors, Chris et Romaric, dans 9 jours débute la phase finale de cette Coupe du Monde féminine en France, à Paris, à Lyon, un petit peu partout dans l'Hexagone. Le beau continent, celui qu'on aime, va déléguer le Nigeria, qui est champion 2018, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire des préparatifs de nos représentants, Romaric? Peut-être un petit point sur les Lionnes indomptables, celles qui sont chères à votre cœur. Où est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles ont fait depuis le début de leur stage? Eh bien, les Lionnes indomptables du Cameroun sont actuellement en Espagne, à Murcie. Elles préparent sereinement la Coupe du Monde féminine. Sereinement. D'accord. Ah oui, c'est important. On a déjà la liste des 23, donc c'est plus serein. D'accord. Il y a eu 2 matchs amicaux, un contre l'Espagne, lourde défaite, 4-0, mais on s'est repris juste après contre les Ventés, oui, contre un club. Ah ouais. Et c'est que ça peut choquer. C'est un club en plus. On a voilà. En plus. On a 4 matchs de préparation. D'accord. 3 contre des clubs. Mm-hmm. 3 clubs espagnols. On a eu une victoire contre les Ventés. Ça fait du bien la confiance. Ça fait du bien. Surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles dans cette équipe du Cameroun. Elles sont très impliquées. Elles ont marqué. Donc c'est bon pour la confiance. Alors, ce 4-0 contre l'Espagne, il est quand même important parce que malgré tout, en Coupe du Monde, tu joues des équipes nationales. L'Espagne, c'est aussi un pays de football féminin qui est en train de monter. La preuve, on a eu le FC Barcelone qui a été en finale contre les cannibales de l'Olympique lyonnais, même si elles ont perdu 4-1. C'est quand même une référence et c'est intéressant de jouer un pays qui fait partie en fait des outsiders. Je crois que Romaric, vous avez vu le match, vous l'avez suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un effondrement collectif? C'est quoi? Il y a eu des manquements à quel niveau? Je peux pas parler d'effondrement collectif. Déjà, de 1, il nous manquait pas mal de joueuses. D'accord. Qui étaient encore en club. Mm-hmm. Et ensuite, on a eu... il ouvre le parapluie, hein, Christ. Yeah. Bien sûr. C'est important. Et puis, on a eu beaucoup d'erreurs défensives. Pas de langue de bois, Romaric, ici. On a eu beaucoup d'erreurs défensives, malheureusement, pour le Cameroun. Et les Espagnols, elles ont sanctionné directement. C'est le haut niveau, ça pardonne pas. Là, maintenant, on a eu la chance d'avoir les Ventés après pour se remettre dans le bain. D'accord. Avec un match qui nous permet de nous refaire au niveau de la confiance. Le prochain match contre Murcie, faudra faire mieux. Là, tout le monde est là. Les 23 sont là.
Même comme on a quelques interrogations autour de Gaëlle Nganamouit. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas de club. Ouais, Elle a pas de club depuis quelques mois. De nombreuses interrogations. Ça fait palabrer au pays. Ça fait jaser. Surtout une compétition aussi importante que celle-là, ouais, on peut comprendre. Ouais, mais après c'est aussi oublier peut-être les services qu'elle a pu rendre encore récemment aux Lions Indomptables. On parle d'une joueuse qui a un passé récent professionnel. C'est pas une joueuse qui arrive, je dirais, d'un championnat de province du Cameroun. C'est Madame Gaëlle Nganamouit. C'est quand même une grande joueuse. Ouais, c'est notre star, comme on dit. C'est notre star, Gaëlle Nganamouit. Elle a été Ballon d'Or africain en 2015. Ça commence à dater, c'est vrai. Ouais, mais là, elle était en club. Elle était quoi, en Russie ou ailleurs, non? Non, elle était en Espagne. Elle était en Espagne. Elle avait signé à Malaga. Mais elle n'a pas joué. Voilà. Elle a pas joué beaucoup. Ouais, elle a joué 2 matchs. Ah, c'est pas beaucoup. Et puis le club a décidé de résilier son contrat. Donc depuis 3 mois, elle est en préparation au Qatar. Et elle est revenue, elle a rejoint la tanière des Lions Indomptables il y a quelques jours. D'accord. Donc on espère que sur le plan physique, ça va le faire. Voilà. Alors parlez-nous peut-être un petit mot pour terminer. Parlez-nous du sélectionneur, parce qu'il y a eu un changement en fait depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il y a eu un changement de sélectionneur, Alain Djumfa qui a repris les rênes après cette 3e place obtenue par Joseph Ndoko, l'ancien sélectionneur à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Maintenant, il a quasiment le même groupe. Il y a quasiment. Alors là, c'est ça qui nous intrigue. Quasiment le même groupe. Ouais, ça veut dire qu'il y a des entrées. Il y a 3 nouvelles joueuses. 3 nouvelles joueuses majeures. Esther Johnson, une américaine. Une américaine camerounaise. Voilà. Oui. Défenseur. Défenseur central, très bon défenseur central, très expérimenté. Elle va aider, elle va consolider ce secteur. Je pense qu'elle postule même pour une place de titulaire. Ah, carrément, c'est bien. C'est bien. Elle a montré de belles choses lors des matchs de préparation. Moi, je vais tricher parce que j'ai la liste, donc je m'empresse de regarder Estelle Johnson, effectivement, Estelle Laura Johnson. Elle aura 31 ans à l'issue de la Coupe du Monde et elle évolue au Sky Blue. Dans le championnat professionnel nord-américain. Ça, c'est pas mal. Mais il y en a aussi 2 autres. Oui, il y a Abam, Michaela Abam, qui est là depuis. Elle avait été présente lors de la Coupe d'Afrique féminine, mais elle n'avait pas pu jouer à cause de problèmes administratifs. D'accord. Qui ont été réglés. Alors elle est plus près de chez nous, on va dire. Ouais, elle est plus près de chez nous parce qu'elle évolue au Paris FC. Oh. D'accord. Elle évolue au Paris FC. Ouais, elle est au Paris FC. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien, Paris FC. Bon Paris... club, hein. Ouais, c'est un bon club. Ils sont arrivés 4e. Ouais. Ah, je vois que Chris, c'est bien. Ça me rassure, c'est bien. Et il y en a une 3e. On va quand même parler de la 3e. Esther Maïkit, mais elle n'est pas restée dans la tanière, malheureusement. Ah oui, elle est pas dans la liste. C'est pas une Montpelliéraine. C'est une Montpelliéraine. On l'a fait venir très jeune. C'est l'avenir. Elle n'a que 20 ans. Mais elle est binationale. Binationale, oui. Elle a un petit accent, je crois, hein. Je le fais mal, hein, pardon à nos amis. Camerounaise et quoi? Et Québec, enfin canadienne, mais canadienne. Ok. Donc elle n'a pas fait la liste finale. Non, elle n'a pas fait la liste finale. Bon, elle va pas enfiler le beau maillot que les Camerounaises doivent étrenner pendant cette Coupe du Monde en France, puisqu'il y a un nouvel équipementier, on le sait maintenant depuis quelques semaines, le Coq Sportif, qui est de retour, qui va donc équiper maintenant et pour quelques temps toutes les sélections. Ça veut dire qu'en fait, ce nouveau maillot, mais qui nous ramène un petit peu. C'est chargé d'histoire. Il est chargé d'histoire, voilà. C'est un beau retour. Donc c'est elles les premières qui vont étrenner ce maillot Coq Sportif. C'est ça, tout à fait. Au début du mois de juin. Elles ont encore un match peut-être de prépa ou ça sera vraiment en Coupe du Monde. Non, ce sera en Coupe du Monde. Elles jouent en quoi là, en fait là, elles mettent des t-shirts. Elles jouent toujours en Puma. Ouais, c'est quand même curieux, hein, Chris. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que vous vous en souvenez, vous, de ce maillot du Coq Sportif, Coupe du Monde 82, le Cameroun, le fameux maillot, le maillot vert, celui qui avait fait trembler l'Italie, future championne du monde. Moi, je me souviens d'un maillot. Vous étiez pas né, mais quand même, vous avez vu des photos. Moi, je me souviens d'un maillot de Roger Mila. J'ai l'image de Roger Mila, avec Roger Mila qui danse. Mais nous aussi, on avait à l'époque avec le Zaïre. C'est vrai qu'il y a eu. 74. Et merci de le rappeler, Chris. Le maillot 73-74, celui du monde. Non, mais il n'y a pas que la Coupe du Monde, parce que vous aviez gagné la CAN. Aussi, oui, et c'était en Égypte. C'était en Égypte.
Ils avaient eu besoin de 2 finales quand même, Romaric. Vous avez besoin d'une seule finale. Eux, ils avaient dû rejouer la finale contre la Zambie quand même. Incroyable. Et c'est vrai que c'était déjà un maillot coq sportif. C'est pas rien. Mais on s'éloigne un petit peu de cette histoire. Donc, on va les avoir sous ce nouveau maillot au tout début de la Coupe du Monde. Elles doivent les traîner contre quel adversaire? Vous l'avez ça en tête? Contre le Canada, il me semble. Aïe, ça va pas être simple, hein. Une grande nation de football. Ouais, Canada, c'est pas évident. Bon, espérons que ce maillot leur porte chance. Oui. Parce c'est un maillot, comme je vous l'ai dit, chargé d'histoire. On a gagné. Chez les hommes, en tout cas. Les hommes, oui. Première participation à une Coupe du Monde, c'était en 82. Et après, on a fait 3 finales de suite. C'est vrai. De Coupe d'Afrique. Avec 84 à Abidjan, contre le Nigeria. Voilà. 1986, au Caire, contre l'Égypte. Ça s'est nettement moins bien passé. 0-0, défaite au tir au but pour Claude Leroy et les Lions indomptables. Et puis 88, donc c'est, je sais plus, c'est à Casa ou à Rabat, la finale contre le Nigeria. 1-0. C'est notre adversaire favori, ça, en finale. J'ai l'impression. Puisqu'en 2000 en 2000 aussi, ils aiment se détester, en fait. Il y a une belle histoire. On les a rencontrés et on les a battus. Assez souvent. Et donc, voilà. Pendant toutes ces années, ça a été un maillot coq sportif. Tout à fait. Donc peut-être que ça a porté bonheur aux Lions indomptables et puis dans 3 semaines aux Lions indomptables. Mais j'aimerais bien qu'on revienne aux autres formations féminines. On va enchaîner avec les Sud-Africaines qu'on appelle les Banyana. Ça veut dire les filles. Oui, les Bafana Bafana pour les hommes. Les Banyana, ça veut dire en isiZulu, ça veut dire les filles. Et elles ont fait un match contre les États-Unis, mais évidemment c'est mal passé, contre les champions du monde. Il y a quelques semaines de ça, elles avaient perdu 3-0. Elles arrivent en France dans pas longtemps. Elles vont jouer la Norvège à Amiens le 2 juin. C'est leur première Coupe du Monde. Et on a récemment appris, et ça c'est quelque chose de très très important, qu'elles vont toucher des primes identiques à celles des hommes. C'est-à-dire que c'est 20 000 euros si elles passent ce premier tour. Pas simple, parce que c'est leur première Coupe du Monde. 26 000 si elles vont jusqu'en demi. 42 000 pour une finale, même perdue. Et 59 000 euros en cas de victoire finale pour les Banyana. Ils sont entraînés par Désiré Ellis. Voilà, la parité, ça existe, ça se passe en Afrique, ça se passe en Afrique du Sud. Et c'est encore une fierté pour nous. Hein. On est heureux de l'annoncer sur ce podcast. Autre qualifié, le Nigeria. Alors, le Nigeria, ils ont joué il y a presque 2 semaines, la Coupe de l'UFOA. Je sais pas si Chris, tu connais. C'est un tournoi, en fait, de l'Afrique, de l'Ouest. Voilà, de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'équivalent de la COSAFA, peut-être, non? Voilà, c'était le tournoi féminin. C'est un tournoi qui est, je crois, annuel. Alors, elles ont remporté ce tournoi au tir au but contre la Côte d'Ivoire, qu'on avait vu en Coupe du Monde au Canada il y a 4 ans chez les féminines. Au total, 5 matchs dans ce tournoi de l'UFOA, 3 victoires, 2 nuls en demi et en finale, mais des qualifications au tir au but. Le sélectionneur, on s'est pas embêté à la feuille des Nigériens, on a été chercher un Suédois, Thomas Denerby. Et c'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui va s'appuyer d'ailleurs sur des joueuses, quelques joueuses, parce que en fait je crois qu'elles sont que 5 ou 6 à avoir remporté cette UFOA. Ça sera la 8e participation du Nigeria dans la Coupe du Monde féminine. Les Super Falcons, elles vont encore une fois affronter l'équipe de France, parce que c'est vrai régulièrement elles se jouent ou en amical ou dans les Coupes du Monde. Et puis on aura, et je sais pas si vous avez noté ça, la présence de la vedette nationale, Assissat Oshoala. Je sais pas si vous l'avez remarqué, c'était elle qui avait marqué contre l'Olympique lyonnais en finale de la Ligue des Champions tout récemment à Budapest avec le FC Barcelone. Barça. Première joueuse africaine d'ailleurs à marquer en finale de Ligue des Champions féminine. Et première joueuse à inscrire même un but en finale pour le Barça. Ah oui. Ah donc c'est bien. C'est pas rien. Donc elle va venir avec le plein de confiance. C'est la vedette, Assissat Oshoala. Ouais, c'est la grande vedette de cette équipe. Et ça sera pas forcément simple pour le Nigeria parce que elles sont dans le groupe du pays organisateur. Il y a également la Norvège et la Corée du Sud. Ouais. Donc la tâche est compliquée. Elles ont fait une fois quart de finaliste. Voilà, la Corée, les pays asiatiques sont assez performants chez les féminines. Ouais. Mais bon. Chris, qu'est-ce que tu t'intéresses un petit peu à ce football féminin et notamment football féminin africain? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs même du côté de la République démocratique du Congo? Ça frémit un petit peu? J'en suis un peu loin, mais c'est vrai qu'il y a eu une compétition. Les féminines, elles ont été à l'est jouer une compétition. Je crois que je sais pas si c'était la COSAFA ou quelque chose comme ça. Et apparemment, elles étaient intéressantes. Moi, j'ai vu quelques entraînements lorsque j'étais en mars avec les U23. Elles s'entraînaient soit avant, soit après nous.
au Stade des Martyrs. D'accord. Donc c'était intéressant aussi parce que moi, il y a le coach Christian Tsengui d'ETN maintenant, qui m'a sensibilisé à quelques séances pour donner un petit coup de main. Il y a de la qualité chez les féminines. Il y a de la qualité. Il y a une attaquante qu'on appelle un Bolassi. Ah ouais, comme. Elle va vite, elle est puissante, elle est intéressante aussi parce qu'elle marque beaucoup et c'est une joueuse qui est intelligente. Il y a des joueurs d'origine congolaise en France et dans l'équipe de France, notamment grâce Yoro du PSG. Quand on voit dans même Marina. Makwanza. Makinza ou Makanza. Makwanza. Ouais. Et donc il y a énormément de Congolaises, enfin d'origine du moins, qui sont qui alimentent les sélections de France et de Belgique aussi, je crois. Donc ça veut dire que voilà, malheureusement. Le jour où ça va se développer, encore une fois, en espérant que ce ne soit pas lointain ni hypothétique, le jour où on va réussir à structurer aussi cette on va dire filière féminine, ce serait intéressant de pouvoir faire un appel et rassembler les forces. D'accord. Voilà. Très très bien. Bah là on termine cette troisième partie et je crois qu'on a plutôt bien évoqué ce qui se passait dans le football féminin africain, cette actualité. Place maintenant à la reine des compétitions africaines, celle qui nous passionne tous, la Coupe d'Afrique des Nations, 32e du nom. La CAN. La CAN. Alors ça y est, on est pratiquement entré dans la phase de préparation active de la CAN, qui débute le 21 juin, ça vient vite les amis. Les stages commencent, les premiers matchs amicaux approchent. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le Cameroun, champion d'Afrique en titre. À toi Romaric, dégaine. Alors nous, le Cameroun, on va commencer notre préparation le 4 juin. Ce sera en Espagne, comme les filles. Ouais. Vous aimez bien l'Espagne, hein? On aime bien l'Espagne. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut demander aux sélectionneurs. Ouais. Vous êtes où en Espagne? Madrid. D'accord. On sera à Madrid, en Espagne, avant de s'envoler pour le Qatar. On veut s'adapter par rapport au climat. Ah, vous allez y être à combien? À 30, à 40, à 50? 37? 37 joueurs. 37 le matin. Ça fait beaucoup. Ça fait une cinquantaine dans la délégation, alors, avec le staff. Oh là là ça là fait là. 37 à... Et comment tu peux travailler à autant? Pas évident. Sur un terrain. Sur un terrain, ouais. Exactement, faut préciser. exactement. Bon, après, avec des états de forme différents, il y aura forcément des groupes de travail. Oui, on va dissocier, quoi. Hein. Oui. Mais c'est vrai que ça fait pas mal à 20 jours de la compétition. D'accord. S'entraîner à 37, bon. Donc, l'Espagne, puis le Qatar. Vous allez jouer un petit peu du côté de l'Espagne. On va jouer, mais c'est un petit peu flou. J'ai l'impression que c'est parce souvent que flou avec vous, quand même. Hein. Le Cameroun, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est champion très d'Afrique, opaque. on peut se permettre quelques largesses. C'est ça, voilà, c'est ça. Vaut mieux le dire maintenant, on verra dans quelques jours. Voilà, nous on juge sur les résultats. D'accord. Donc c'est un petit peu flou. Il y a la fédération zambienne qui a annoncé un match contre le Cameroun. D'accord. Eux, ils sont pas qualifiés, mais ils seraient sparring partner pour vous. Voilà. Ça n'a pas été confirmé donc. Non, ça n'a pas été confirmé. On attend toujours le planning officiel. Chris, c'est incroyable. Hein. Pas évident. La fédération malienne aussi l'a fait il y a quelques jours. D'accord. Donc la Zambie et le Mali disent on va jouer les champions d'Afrique en match de préparation. Eux disent non, on va jouer. La FECAFOOT n'a pas confirmé. On n'a pas encore le programme officiel. Aïe, donc on est suspendu aux lèvres de Clarence Seedorf. Qu'est-ce que tu vois, même si toi tu es peut-être focalisé, Chris, sur la préparation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, t'en sais un peu plus que nous, mais voilà, quand tu observes ce champion d'Afrique qui pour l'instant est vachement opaque, cette liste super élargie, tu te dis ouais, c'est tant mieux, c'est un adversaire qui est peut-être pas au mieux, ou au contraire tu respectes ça à chacun sa façon de faire. Moi, je connais Clarence Seedorf parce que c'est lui qui m'a ramené à Monza. C'était mon président. Il était propriétaire à 51%. Donc Clarence Seedorf, c'est comme mon parent, on va dire, parce qu'il c'est bien. Il me donnait beaucoup de conseils. Il m'a repositionné milieu de terrain. Tu disais latéral. C'est lui qui me met. C'est toi qui te mets après en. Il me met en milieu de terrain relayeur. Voilà, parce qu'il veut me voir comme lui. Et je parlais, tu vois, ce qu'on parlait tout à l'heure de la zone. Voilà, il pense qu'il se voyait en moi. D'accord. Et il voulait vraiment que je joue dans son registre et voilà. Ça t'avait plu? Ah, ça m'a plu. Et on avait vraiment un bel échange même en dehors. J'ai passé le jour de l'an avec sa famille, son frère, il nous a appelé en. D'accord. Donc tu fais confiance à Clarence Seedorf. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, extrêmement intelligent. En plus d'être entraîneur, c'est un homme d'affaires, donc il sait gérer les choses. D'accord. Là, s'il fait ça, c'est pas anodin. C'est comme, j'en parlais avec Jean-Alain Bomsong, de la gestion des derniers matchs ou l'avant-dernier avant qu'il se fasse retirer et qu'il ne soit plus, entre guillemets, d'office à la CAN. Avant de jouer les Comores,
Voilà, la gestion qu'il avait, elle était vraiment de pouvoir tourner, faire jouer un peu tout le monde, voir des joueurs. Donc ils s'en foutaient un petit peu du résultat et c'est pas évident de se détacher du résultat lorsqu'on est en préparation de compétition. Ça veut dire qu'il est pas vraiment dans le fait de rassurer les joueurs en disant on a gagné 14-0, c'est bon, on est prêt. Non, on est vraiment en train de dire non, on va essayer d'identifier les meilleures armes et aller à la guerre armée. D'accord. Donc ça c'est je pense une méthodologie très intéressante et ça m'étonne pas qu'il fasse silence radio maintenant pour se préparer de la meilleure des façons. Je crois que vous avez un match amical, notamment en Espagne aussi. Oui, on joue en Espagne. Contre le Burkina Faso. Burkina Faso, exactement. C'est pas impossible qu'on joue le Kenya aussi, apparemment. Le Kenya qui vient en France. Qui vient en France. Il y a beaucoup de monde qui vient en France. Qui va jouer à Marcoussis contre le Madagascar, normalement le 1er ou le 2, je crois. Un peu plus tard, ça sera ou le 6 juin. Le 7, pardon. C'est le jour c'est assez curieux de choisir comme date de match amical celui de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine. Ouais. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde pour assister à cette rencontre, mais peu importe, l'essentiel pour ces équipes, c'est de se tester, c'est de donner du temps de jeu à chacun, un peu s'étalonner. Romaric, je crois que tu as quelques petites nouvelles à distiller sur les autres participants. Ouais, bon, il y a un fait majeur qui a retenu notre attention, c'est du côté du Ghana. Avec la saga Samoa Gyan, voilà, exactement, qui avait annoncé sa retraite. Rappelle-nous qui a Samoa Gyan quand même. Samoa Gyan, c'est l'attaquant vedette des Black Stars du Ghana. Ouais. C'est 106 sélections, 51 buts. Ouais, respect. Il n'a pas beaucoup joué cette année en Turquie, mais 7 ans de capitana. Et je tiens à préciser 7 ans de capitana parce que ce détail aura son. Alors il a piqué une petite crise. Voilà, il a pris sa retraite internationale avant de faire machine arrière. Expliquez-nous, moi je comprends pas. Il joue plus, il a été appelé, il a pas été appelé. Il a appris que Kwasi Appiah, l'entraîneur du Ghana, voulait retirer son capitana pour. Et alors, caca nerveux. Voilà. Et il a annoncé donc sur les réseaux sociaux sa retraite internationale. Ouais, ça c'est incroyable. Ouais. Avant de revenir sur sa décision après un entretien avec le président du Ghana. Le président. Ah oui, le président de la République. Wow, là, on parle de quelque chose. Hein. Le président de la République, exactement. Ah ouais. Donc il est allé voir. Voilà. Donc il a fait le boss. Voilà, il est revenu. Sur les réseaux sociaux, la même plateforme, il est revenu. Il a annoncé que après cet entretien, il serait disponible pour le Ghana. Ah ça y est, il décide de lui-même. Oui, voilà, il revient. D'accord. Il se met à la disposition de l'entraîneur. Ah ouais. Il a été nommé capitaine général, entre guillemets. C'est que ça. Qu'est-ce que t'en penses, Chris, toi? Un truc comme ça. C'est compliqué quand on le lit et quand on l'entend parce que on se dit quand même un capitaine doit être à la base exemplaire, doit rassembler, doit faire le lien. Est-ce que c'est important de se battre pour ça? Non. Est-ce que le brassard est si important quand t'as déjà cette aura, ce charisme auprès des autres? Il a déjà le leadership auprès de tout le monde. Il a déjà tout le monde l'écoute. Il est influent déjà. Il n'a pas besoin d'avoir le brassard autour du bras. Alors c'est vrai que c'est un symbole. Peut-être qu'il a envie de terminer comme ça. C'est une envie personnelle. Il faut pas faire passer le collectif avant. Je pense que là c'est quelque chose c'est une histoire qui peut faire exploser un vestiaire, qui peut diviser. Alors que le capitaine doit rassembler. Et moi je pense qu'il faudrait voilà. Au moins qu'il y ait une discussion. Bon, je sors mon deuxième avertissement, mon deuxième carton jaune. Le premier c'était pour toi tout à l'heure. Hein. Donc tu rigoles, mais fais gaffe quand même. Donc carton jaune à Samoa Gyan. Bon, on est content de savoir qu'il sera présent aussi parce que voilà, même s'il ne joue pas, c'est une légende. C'est une légende quand même. C'est quelqu'un qui il peut beaucoup apporter avec son expérience. Sûrement. Il y a 9 ans, souvenez-vous, il y a 9 ans, il nous a fait pleurer. S'il avait réussi en quart de finale contre l'Uruguay. Ouais. C'était en Afrique du Sud, j'y étais, je me souviens des larmes que j'ai versées. S'il réussit ce penalty contre l'Uruguay, on a un premier demi-finaliste africain et puis on serait plus là à se dire mais quand est-ce que et surtout qu'il peut se passer beaucoup de choses après lorsqu'on est en demi-finale. C'est ça. Exactement. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire. C'était pas inédit cet appel présidentiel, on l'avait déjà eu avec le cas du Cameroun en 90. Notre président avait rappelé Roger Mila. Billard. Voilà, Roger Miller, dit Roger Mila. Voilà, Roger Mila qui avait fait sa meilleure Coupe du Monde. Qui a fêté, je crois, ses 67 ans il y a quelques jours. Il y a quelques jours, c'était le 20 mai. On l'embrasse, notre Roger Mila, un héros du continent africain, on l'aime beaucoup, on espère l'avoir. Il a été élu joueur du siècle. Ah oui, c'était un poison. À minima. À 42 ans, c'était encore un poison. À minima, donc respect à ce grand joueur Roger Mila. Ah oui. Et Roger Mila, bien évidemment, c'est un parcours aussi, c'est un parcours en Europe. Hein, il a un petit peu joué en Europe. Alors justement, on va terminer peut-être notre petit tour du monde en s'arrêtant du côté du football européen, Romaric. Ouais, tout à fait, avec des Africains qui ont été sacrés
Nicolas Pepe, par exemple, qui a remporté le prix Marc-Vivien Fouet, celui du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Amplement. Voilà, c'est mérité. 22 buts, 11 passes décisives. Il est à l'origine du succès lillois, cette saison. Lille qui disputera la Ligue des Champions, mais certainement sans Nicolas Pepe, qui est très très courtisé. Très courtisé, on sait. Galtier l'a annoncé à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est un gars qui a vraiment beaucoup progressé. Il risque de quitter le LOSC. Oui. Ouais, Chris, toi, c'est un garçon, c'est un attaquant, un joueur que tu apprécies. Oui, au-delà des stats, il y a le contenu. Ce qu'il met dans ses prestations, c'est extraordinaire. C'est un joueur qui est capable de jouer en conservation, sécuriser le ballon en pointe, d'aller déséquilibrer sur le côté. Il va extrêmement vite, il est intelligent, il est rusé. Il est rusé dans la surface, il sait où se positionner, quelle surface utiliser, etc. Non, c'est un joueur qui travaille. D'accord. Au-delà du talent, on sent que c'est un joueur qui travaille parce qu'il ne cesse de progresser, il cesse d'apprendre des choses et de faire découvrir d'autres choses de sa palette entière. Il a un champ de compétences qui est extraordinaire pour son âge. Je pense qu'il va pouvoir porter l'animation offensive des éléphants à la CAN sans aucun problème. D'accord, alors il y a un bon Nicolas Pepe, il y en a d'autres qui ont brillé, je crois aussi. Bien évidemment, Kalidou Koulibaly en Serie A. Le double K. Voilà. Oui, il aussi. Il a été élu meilleur défenseur de Serie A après une saison assez compliquée pour son club. Ouais, le stopper du Napoli Calcio sénégalais. Exactement. Un monument, peut-être l'un des meilleurs stoppers du monde actuellement. Oui, avec Van Dijk, faudrait voir, mais c'est vrai que c'est très très fort. C'est très très fort. Bravo au double K. Ouais. Double K, voilà. Comme je disais, il a eu une saison un petit peu compliquée avec son club. C'est son club qui a eu une saison compliquée. Sortie prématurée en Ligue des Champions. Ils ne sont pas allés au bout en Europa League. En championnat, la Juve a eu le titre. Mm-hmm. Et puis, il a eu ses affaires de cris racistes dans certains stades. Ouais, c'est une belle récompense pour Kalidou Koulibaly pour la suite. On est fiers de ce type de joueur qui, je trouve, porte vraiment très haut les couleurs et du Sénégal et du football africain. Parce que vraiment, il s'est totalement investi. Et puis, je crois aussi qu'on a, en Angleterre, il s'est passé de belles choses pour les attaquants, les bons attaquants africains. Il y en a plein. Ouais, puisqu'on a 3 meilleurs buteurs en Première Ligue cette saison. C'est inédit. Et 3 Africains. Yes. Bravo. Waouh. 3 Africains. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah et Sadio Mané, 22 buts chacun cette saison. Donc, voilà. C'est juste ça, c'est bon, voilà. La boucle est coupée. Voilà. Surtout quand on sait que c'est beaucoup plus dur d'attaquer que de défendre. C'est ça. C'est que ça dénote aussi du fait qu'il y a du talent, il y a aussi de l'intelligence. Mais c'est très bien, Chris, parce que les jaloux vont transpirer. Voilà. Oui, ils auront plus le choix. Faut le dire. Bon. Alors, ils seront très certainement sur le podium à la fin de l'année du Ballon d'Or africain. Ouais. Ils font une très 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 belle saison. Il y a d'autres joueurs qui ont brillé. Je voudrais terminer là-dessus cette petite page sur les championnats. Geoffrey Kondogbia, le capitaine des Fauves du Bazou-Bangui de Centrafrique, a gagné la Coupe du Roi avec Valence. C'était contre le Barça. Et puis à Galatasaray, il y a toute cette pelletée de joueurs. Badou Ndiaye, le Sénégalais, Baïdiagne qui est passé de Kashim Pacha à Galatasaray, l'Algérien Sofiane Ferrouli, le Nigérian Henri Onyekuru, et puis un joueur que tu connais bien, Chris, Luyindama Christian, qui a appelé en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Tous ces gars-là ont fait une super saison. Ils sont champions de Turquie. C'est le top. Toi, tu les as suivis en plus, je crois. Moi, je suis fan de Badou Ndiaye dans l'axe. Je suis fan de Onyekuru sur le côté, qui est vraiment exceptionnel, et forcément Luyindama qui se fait appeler boss, mais qui est vraiment un boss sur le terrain. C'est vrai qu'il rassure énormément et il a énormément de densité défensive, donc qui permet aussi de pouvoir être aussi bien efficace dans ces 10 derniers mètres que dans les 10 derniers mètres offensifs. Alors notre dernière virgule, ça va être dans cette émission pour évoquer les finales européennes. Je te passe la parole, Romaric. Ce soir, au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, on aura droit à cette finale 100% anglaise entre Arsenal et Chelsea. Ça, c'est la Ligue Europa ? C'est la Ligue Europa. Ligue Europa, pardon. Les Gunners avec Iwobi et Pierre-Emerick Aubameyang. Un tour de table, un pronostic pour Franck. Oh, je laisse Chris. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Je ne sais pas. Je me tâte. T'es Gunners ou t'es Blues ? Je me tâte. Je suis plus Blues que Gunners, même si c'est vrai qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que un score, pour l'histoire, lâche un score. Un score, sachant qu'il y a encore hasard à Chelsea, son dernier match peut-être. Moi, je dirais un 3-2. 3-2 pour Chelsea. À mon avis, il y aura de la casse. Moi, je dis 3-2 pour Arsenal avec un grand Pierre-Emerick Aubameyang.
Moi toi aussi, Arsenal. Hein. C'est Unai Emery, c'est sa compétition, donc pour moi, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, ça se tient. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que ça pèse dans la balance. Ouais. Et donc, on terminera samedi par l'apothéose du football européen. La Ligue des Champions. D'accord. Tottenham, Liverpool, finale encore 100% anglaise. Au Wanda Metropolitano, c'est à Madrid. Et là aussi, on a des Africains. Et il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Je vais parler du mien. Ah oui, alors vas-y. Joël Matip. À Liverpool. Joël Matip qui va jouer cette finale de Ligue des Champions qui sera pas avec le Cameroun. D'accord. Il ne vient plus depuis Dommage, un moment. parce qu'il fait une Il fait une excellente saison. Ouais. Il est pas seul chez les Africains de Liverpool, c'est le club le plus africain du moment. Avec Sadio Mané, avec Mohamed Salah, Naby Keita qui est blessé, mais on et sait incertain jamais. pour la CAN. On sait jamais. On sait pas. Ouais. J'ai échangé avec Philippe Auclair et je crois que on sait jamais. Peut-être qu'on pourrait le voir. Apparemment, hein. Ouais, ça serait vraiment fantastique pour le Guinéen qu'on espère lui aussi voir en Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on va pas extrapoler. Moi, je penche quand même pour Liverpool, même si mon cœur bat pour Everton. Tu le sais, Chris. Moi, je suis plutôt à Liverpool, c'est plutôt Everton. Moi, le club du peuple. C'est clair. Mais voilà, pour les Africains du côté de Liverpool, je suis plutôt de leur côté. Même si à Tottenham, il y a aussi Victor Wanyama, le capitaine du Kenya, et puis Serge Aurier. Même si on peut pas vraiment dire que le capitaine de la Côte d'Ivoire joue. Soit influent. Mais bon, on a beaucoup d'Africains qui seront sur la feuille de match a priori. Et ça, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est génial. C'est génial, c'est un grand bonheur. Ouais. Ben voilà, je crois que c'en est terminé pour ce premier épisode de l'Afrique c'est foot. Alors merci à mon binôme Romaric, merci également à notre invité, Chris Walembo, merci de ta présence. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Après l'entraînement ou un match, Kineker soulage et traite mes douleurs musculaires ou articulaires par le biais de la thermothérapie, du chaud et du froid. Kineker se présente sous forme de microbilles, boue naturelle, spray froid ou patch chauffant. C'est facile de retrouver la forme. Kineker est vendu en pharmacie et parapharmacie. Kineker est une marque des laboratoires Visiomed.